Bonjour et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui je voudrais répondre à une absurdité que je vois trop souvent passer dans les discours militants et notamment sur les réseaux sociaux. En l'occurrence là, cette absurdité, pour une fois, c'est pas un truc porté par les gauchistes mongols, mais par la bande des libéraux, à défaut d'un meilleur terme, parce que ça englobe tellement de trucs que... bon. Donc ici, c'est un tweet de Charles Gave qui promeut une idée de la société qui est complètement fausse, qui est complètement absurde, et où en fait il va contribuer à nourrir le problème et à empêcher surtout la compréhension des véritables causes de l'effondrement de la France. Alors évidemment, ce n'est pas le seul, mais il fallait bien en choisir un, et celui-là je trouve est très révélateur. La cause première de tous nos malheurs, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas le libre-échange, ce ne sont pas les États-Unis, c'est une classe administrativo-criminelle née sous Mitterrand qui a capturé le pouvoir politique et l'exerce pour extraire des rentes à son profit et à celui de ceux qui les ont fait élire. Réindustrialiser la France nécessite donc une chose et une seule: enlever le pouvoir politique à cette classe pour ensuite faire baisser le poids de l'État dans l'économie d'au moins 10 points sur les prochaines années. Alors ça montre vraiment une vision de la société et surtout de sa vision de ce qui fait que la France est en train de s'effondrer et qui l'empêche de se réindustrialiser. Parce que là-dessus, on va être d'accord avec lui, hein, c'est qu'il y a une urgence à produire, à réindustrialiser la France. Si je résume vraiment cette vision, c'est que pour lui, en gros, tout allait bien jusqu'au moment où le grand méchant Mitterrand socialiste est arrivé au pouvoir et a donné ce pouvoir à la classe administrativo-criminelle, donc ceux qu'il appelle comme ça, je suppose que ce sont les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, classe qui aurait, selon lui, décidé de prélever aux gens de l'argent pour être payés à rien foutre. Corollaire, du coup, si on vire cette classe administrativo-criminelle, eh bien ils arrêteront de prendre les sous des gentils Français qui créent de la richesse en travaillant ou en spéculant, et tout ira bien à nouveau. Alors excusez-moi, mais déjà le monsieur est économiste. Et je ne me résous pas à me dire qu'une vision aussi naïve des choses puisse émaner d'une personne qui a quand même l'air d'être informée, qui partage quand même assez souvent des informations utiles, et qui au demeurant a l'air aussi de comprendre comment un certain nombre de choses fonctionnent. Mais ce qu'il dit est déjà factuellement complètement faux, et ça part malheureusement en fait d'une prémisse, d'une affirmation qui est complètement fausse, car les effectifs de la fonction publique, cette classe administrativo-criminelle, hein, déjà je suis désolée mais les fonctionnaires c'est pas une classe, l'administration ce n'est pas une classe, mais enfin bon, passons. Donc les effectifs de la fonction publique, puisque c'est là qu'il met le point de départ du moment où tout a déconné, eh bien, ils n'ont pas commencé à augmenter avec le méchant Mitterrand socialiste. Ils ont commencé bien avant, sous déjà Valéry Giscard d'Estaing. Et je vais vous donner juste le nombre de fonctionnaires en France et son évolution. En 1974, donc au moment où Giscard a été élu, il y avait 3,4 millions de fonctionnaires. En 1980, donc juste à la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, ils étaient déjà 3,9 millions, donc on est à plus 500 000. Et en 1995, il y avait 4,5 millions de fonctionnaires. Donc sous un septennat, même pas terminé, de Giscard, il y a eu plus 500 000 fonctionnaires. Sous deux septennats, donc 14 ans de Mitterrand, entre 1981 et 1995, il y a donc eu plus 600 000 fonctionnaires. Rapporté aux années que chacun a passé au pouvoir, c'est donc bien Giscard qui, de loin, a le plus augmenté le nombre de fonctionnaires. C'est des chiffres qui sont avérés et qui du coup ont de quoi tempérer les ardeurs de ceux qui voudraient croire que eh bien c'est le contraire et que ça aurait commencé dans les années 80 à cause du socialisme. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que Mitterrand n'a pas totalement embrassé et suivi le mouvement, bien au contraire. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, en fait ce n'est pas lui qui a lancé ce mouvement. Et d'ailleurs, Chirac et Sarkozy ont tous les deux
aussi augmenter les effectifs de la fonction publique. En 2007, nous étions à 5 millions de fonctionnaires et qu'en 2017, nous étions à 5,5 millions. Donc vous voyez bien que c'est autre chose que la couleur politique qui joue derrière cette question, que tous, visiblement, depuis les années 70, ont augmenté de manière drastique le nombre de fonctionnaires. Et c'est seulement depuis Macron que ce nombre commence à diminuer. Ce qui est dommage, c'est que il diminue pas forcément dans les endroits où il y aurait besoin que ça diminue, genre dans les administrations parasites, mais enfin bon, c'est pas la question. Donc maintenant qu'on a les faits, la question évidemment de la cause à ce gonflement des effectifs de la fonction publique se pose. Pourquoi cette augmentation du nombre de fonctionnaires à partir des années 70, quelle que soit la couleur politique des majorités au pouvoir ? Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que dans le même temps, le nombre d'ouvriers est lui passé en 1970 de 7 millions et 40% de la masse salariale à aujourd'hui 5 millions pour 20% de la masse salariale. C'est-à-dire qu'on en arrive à un stade où il y a plus de fonctionnaires que d'ouvriers, où il y a aussi d'ailleurs plus de cadres que d'ouvriers, ce qui est complètement absurde si on y réfléchit à peu près 3/4 de seconde, puisque les métiers d'encadrement, normalement, sont des métiers pour encadrer un nombre plus important d'ouvriers et de métiers dans la production, mais enfin c'est pas grave. Donc ces décisions politiques de gonfler les effectifs de la fonction publique auraient-elles un rapport avec le fait que ça a commencé dans les années 70, précisément au moment où la désindustrialisation a commencé, où la production industrielle a commencé à chuter avec le nombre d'ouvriers, et alors que tout au niveau de la mécanisation aurait dû nous faire gagner en productivité. Mais non, la productivité a commencé à chuter. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que c'est le moment où les délocalisations ont commencé à la faveur de la facilitation du libre-échange au sein d'un marché mondial? Libre-échange qui d'ailleurs a été encore plus facilité au sein de l'Union européenne, qui a poussé plus loin qu'aucun autre pays ou qu'aucun autre continent, je sais même pas ce qu'il faut dire pour parler de l'UE maintenant, le délire libre-échangiste. Est-ce que ça aurait un rapport avec le fait que les comptes publics de la France n'ont jamais été à l'équilibre, et encore moins excédentaires, depuis 1973? Ce qui veut dire que, encore une fois, l'effondrement et la chute de la création de richesses en France n'ont bel et bien pas commencé sous Mitterrand quand il est arrivé en 1981, mais avant, dans les années 1970. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Mitterrand n'a pas poursuivi cette démarche et qu'il n'a pas aggravé le problème. Néanmoins, encore une fois, c'est pas tout allait bien jusqu'au jour où Mitterrand est arrivé et que tout a explosé. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et ce tweet de Charles Gave, comme un certain nombre d'autres en fait que je peux voir passer, etc., montre que pour les gens qui sont dans ce courant de pensée, en fait, les fonctionnaires, ils seraient apparus comme par magie à cause de politiques socialistes qui auraient décidé sans aucune raison apparente de prendre l'argent des Français du jour au lendemain. Sauf que la réalité concrète, les faits démentent cette affirmation. Il y avait un intérêt à faire cela. Car en effet, la hausse du nombre de fonctionnaires, eh bien, elle a permis plusieurs choses. D'abord, elle a permis de compenser la chute du nombre d'ouvriers et donc de ralentir la progression du chômage qui, à partir des années 1970, comme c'est étonnant, s'est mis à augmenter de manière de plus en plus rapide jusqu'à atteindre les 10% structurels, permanents. Gonfler les effectifs de la fonction publique, ça a aussi permis d'augmenter le PIB. Et oui, puisque à partir de 1976, on a remplacé l'ancien indicateur d'évaluation de la richesse du pays, la PIB, la production intérieure brute, basée sur la productivité dans les domaines de production matérielle, par le PIB, le produit intérieur brut, qui alors s'est mise à inclure la création de biens et de services à partir de valeurs s'échangeant sur un marché, et donc tous les services non marchands et les activités immatérielles. Et que à partir du milieu des années 70, eh bien, les contrats d'assurance, les crédits bancaires, les employés domestiques, les salaires des fonctionnaires et les dépenses de l'administration sont devenus des données permettant d'augmenter la richesse nationale. Ça a même été mis à jour après, enfin petit à petit, en 1993, pour intégrer tous les investissements immatériels.
Et aujourd'hui, ça inclut même ce que vous savez tous, hein, le trafic de drogue, la prostitution, et bien sûr le loyer que vous verseriez à vous-même en tant que propriétaire de votre logement si vous étiez locataire. Voilà, j'en ai déjà parlé un certain nombre de fois, je ne vais pas y revenir, mais disons que voilà, c'est à ce moment-là, à partir des années 70, que de simples transferts de richesses eh bien, se sont mis à passer pour de la création de richesse. Donc autant dire qu'à partir de là, la richesse, elle devient non plus le produit d'un travail, mais une idée qui peut se créer à partir de simples transferts, autrement dit, à partir de rien. Donc autant dire qu'à partir des années 70, la notion même de ce qu'était la richesse nationale, eh bien elle a changé du tout au tout. Ça a induit évidemment la rupture dans la manière de la calculer, la réorientation des politiques économiques qui visaient à son accroissement, hein, puisque la croissance c'est ça, c'est la croissance du PIB, sauf que la croissance de la production, eh bien c'est pas du tout la même chose que la croissance du produit intérieur brut qui inclut le loyer que vous verseriez à vous-même en tant que propriétaire si vous étiez locataire de votre logement. Et bien sûr, ça a modifié aussi toutes les représentations collectives de ce que l'on entend par la richesse. Là aussi, j'en ai déjà parlé plus longuement et plus en détail dans des vidéos auxquelles je vous renvoie si ça vous intéresse. Mais disons que vous auriez expliqué à un Français il y a 50 ans qu'une start-up licorne valorisée à des milliards sans rien produire et dont les dirigeants ont comme métier principal faire du networking pour lever des fonds, vous auriez expliqué à ce Français d'il y a 50 ans que ce machin crée de la richesse, il vous aurait regardé comme si vous étiez un malade mental en fait. Parce que il n'y a pas de production derrière, ça ne produit pas de la richesse. Donc bref, à partir des années 70, sous Giscard, on se met à augmenter les dépenses de l'État. Et ça tombe bien, ça contribue à l'augmentation du PIB. Évidemment, ça augmente aussi le déficit. Hein. Donc à ce moment-là, dans cette optique de croissance du PIB, on va nous infliger des politiques économiques visant à libérer le marché pour pouvoir transférer toujours plus d'argent et donc créer toujours plus de richesse. Je mets des guillemets partout parce que là, il faut maintenant. Alors évidemment, ces politiques, elles ont mené à beaucoup de faillites, des délocalisations, des licenciements, parce que, je vais pas vous la refaire, les Chinois étaient moins chers. Et le PIB a été utilisé à la fois pour justifier la destruction des moyens de produire la richesse en France et pour masquer les conséquences de cette libération. Voilà. À savoir que la France produisait de moins en moins, et donc elle s'appauvrissait. Voilà. Et c'est là que l'État français a pris sa part dans cette entreprise de grand pillage, et notamment en embauchant massivement des fonctionnaires. Pourquoi? Parce que ça permettait à la fois de masquer, comme je vous l'ai dit, la réalité du chômage provoquée par la désindustrialisation, mais aussi pour augmenter le PIB en versant des sommes toujours plus importantes en salaire d'agents de l'État. Et c'est pas pour rien si à cette époque-là on nous a vendu la classe moyenne et qu'on a développé une classe de services, de tertiaire, et particulièrement au niveau de l'État où ils ont embauché toujours plus de fonctionnaires. C'était pour oblitérer la réalité du caractère fondamental et essentiel de la production qui était en train de nous être volée, qui était en train de se faire rafler sous notre pif. Ils ont même inventé un concept pour décrire cette nouvelle société sans production qui était la nôtre, la société de consommation. Comme si tout tournait autour du fait de consommer et d'acheter, alors que pour acheter quelque chose, il fallait bien que quelqu'un les produise quelque part, y compris pour payer les fonctionnaires. Et il se trouve que le moment où tous ces dirigeants politiques, les uns après les autres, embauchent des fonctionnaires pour tenter de nous masquer la réalité de la chute de la production, ainsi d'ailleurs que l'existence de la production elle-même, ça a été le moment où s'est produit un grand changement au sein même de la classe dirigeante. Alors, j'appelle pour parer à toute question, classe dirigeante, la classe qui contrôle la production et qui organise la production à son avantage. Une société s'organise autour de ce dont elle a besoin, c'est-à-dire autour de ce qu'elle produit. À nouveau, je ne vous la refais pas, j'ai écrit un bouquin là-dessus, j'ai fait 4000 vidéos, j'exagère un peu, mais j'en ai fait un certain nombre. Voilà, donc je vous renvoie à tout cela si jamais ça vous intéresse. Et en fait, donc, dans les années 70, a eu lieu une prise de pouvoir sur la production par une nouvelle classe, qui n'était pas vraiment nouvelle à ce moment-là, mais qui s'est regroupée et qui du coup a pris un petit peu une nouvelle forme, à savoir la bourgeoisie financière. Donc comme je vous le disais, elle existait déjà avant comme une partie de la bourgeoisie, et c'était, ils se sont, toujours, plus ou moins, en gros, les propriétaires des banques d'investissement, les détenteurs des titres, des actions
des entreprises et les gestionnaires des portefeuilles qui incluent tous ces titres de propriété, d'actions, de dettes, des États même, hein, enfin voilà, ou d'actifs par exemple de retraite. Et dès les années 70, à la faveur de circonstances, d'évolutions techniques et technologiques hein, qui l'ont permis, de volonté et aussi d'un déclin d'une bourgeoisie industrielle traditionnelle, on va dire, affaiblie par les compromis qu'elle avait dû faire au sortir de la guerre. Pareil, j'en parle beaucoup plus en détail, il y a un chapitre entier de mon livre qui y est consacré, je ne vais pas vous le refaire maintenant. Bref, la bourgeoisie financière, qui était essentiellement américaine, bien qu'elle soit par essence non nationale et nomade et pas rattachée en tout cas à une culture nationale, et bien cette bourgeoisie financière, cette finance, elle prend l'ascendant sur la production dans le monde occidental. Et à ce moment-là, les grands capitaines d'industrie, les entrepreneurs nationaux, les patrons à l'ancienne, à qui il suffisait de traverser la rue pour aller discuter avec le contremaître de la meilleure manière d'augmenter les cadences ou d'augmenter les rendements, et bien tous ces anciens capitaines d'industrie sont devenus de simples gérants au service des véritables propriétaires de leurs usines, à savoir ces financiers, ces détenteurs des titres de propriété des entreprises qui se sont mis alors à leur imposer leurs objectifs et leurs agendas de gouvernance pour leurs entreprises. Donc autant dire que dans les années 70, le patron qu'on a encore en tête, patriote, qui se fait tout seul, à la force de son poignet, etc., qui pouvait encore exister, à partir des années 70, en fait, c'est fini, puisque le patron, le chef d'entreprise, devient simple exécutant des velléités des propriétaires, des titres de ces entreprises. Et au-delà encore des propriétaires des entreprises qui gèrent les portefeuilles et les placements, qui inclut les titres de propriété de son entreprise à lui. Donc autrement dit, à ce moment-là, en fait, c'est juste que les financiers ont pris le pouvoir et qu'ils ont utilisé ça pour servir leur intérêt. C'est ce qu'on a appelé la financiarisation de l'économie, et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec BlackRock derrière absolument toutes les sociétés au nom encore officiellement français, enfin les grandes sociétés hein, bien sûr, ou derrière les propriétaires des terres en Ukraine, parce que c'est dans les années 1970 que la finance a commencé à abolir les frontières. Donc effectivement, c'est pas la faute à Giscard. Par contre, ça a commencé à peu près sous Giscard. Voilà, c'est pas de bol pour lui, hein, il s'est soumis comme tous les autres. Mais cette bourgeoisie financière, dès les années 70, dès lors qu'elle a pris le contrôle sur les moyens de production dans le monde occidental, elle a entrepris de réorganiser toutes les sociétés de manière à servir ses intérêts. Donc elle a fait quoi? Elle a supprimé évidemment les entraves à la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Elle a réorganisé tous les pays où c'était elle qui dominait la production à l'image qui lui convenait. Donc pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé ses agents dans les ministères et les administrations publiques. Voilà, tous ces agents formés dans ces universités, dans ces grandes écoles de business et de commerce, etc., elle les a placés exactement là où il fallait, à savoir au cœur de la machine de fabrication des lois, des institutions, bref, là où se prenaient les décisions politiques des États. Aujourd'hui encore, on a un ex-ministre de l'économie qui, au moment de son audition au Sénat, nous expliquait comme ça, comme si c'était normal, que le travail des agents du ministère de l'économie français, eh bien, c'est placer les actifs de la dette française au meilleur taux auprès des agences américaines. Il y a eu un basculement dans les années 70 où tous ceux qui font l'État, qui font les lois, qui font les institutions, se sont retrouvés inféodés à cette finance. Et ils ont remodelé l'État, les institutions, refait les lois pour servir leur maître de la finance. Alors par-dessus le marché, en plus des dirigeants politiques, c'est pas directement le sujet de cette vidéo, mais on va quand même le mentionner, on a eu une élite médiatique et culturelle acquise à sa cause, elle aussi formée dans des écoles en fait de sciences politiques qui sont devenues des espèces d'écoles de commerce améliorées où on leur enseignait à penser bien, à penser dans le moule de ce que voulait la nouvelle classe dirigeante. Et cette élite intellectuelle, culturelle, médiatique, elle était acquise à sa cause en fait. Et c'est cette élite médiatico-culturelle qui a permis à la finance de propager sa vision du monde et de faire accepter à l'ensemble de la société ce nouvel ordre social. Hein, c'est le rôle
idéologique des agents de l'élite médiatico-culturelle, à savoir faire passer la pilule et s'assurer que tous ces gens dont la finance pompe le travail continue de consentir à son ordre social. Donc bref, l'organisation de la société s'est faite à l'avantage et dans l'intérêt de la finance. Et cet intérêt, pareil, je vais pas m'étendre dessus, mais c'est rapporter du pognon. C'est pas un jugement de valeur, c'est une observation tout à fait froide du fonctionnement de la finance. Vous êtes détenteur de titres de propriété d'entreprise, vous êtes donc un investisseur, et bien votre intérêt en tant qu'investisseur, c'est de pas avoir investi pour rien, mais d'avoir un retour sur investissement, donc de gagner du pognon à la fin de l'année. Et si vos actions, eh bien, elles étaient dans, par exemple, l'entreprise Renault, mettons, votre intérêt, c'est que toutes les voitures Renault qui sont fabriquées et qui se vendent, eh bien, elles rapportent le plus, donc il faut que le travail chez Renault il coûte le moins cher et que les coûts de production soient les moins élevés possibles pour que vous puissiez vendre avec une marge la plus importante possible. Et voilà, et donc, bah oui, les 35 000 ouvriers de Boulogne-Billancourt, ils étaient toujours plus chers, ils allaient toujours être moins compétitifs que les Chinois. Voilà, c'est tout. Donc, la cause, pour reprendre l'expression de Charles Gave, la cause de notre effondrement, de l'effondrement de la France, ce n'est donc effectivement, c'est pas la Chine, ce n'est pas le libre-échange. Le libre-échange, c'est pas une cause, ça a été à la limite un instrument pour imposer un ordre social. Ce n'est pas non plus Bruxelles, puisque Bruxelles, je pense qu'il sous-entend qu'il parle de l'Europe, l'Union européenne, c'est une construction politique qui, elle aussi, a été comme un outil de manière à servir les intérêts de cette nouvelle classe dirigeante. Mais contrairement à ce que dit Charles Gave, ce n'est pas non plus l'irruption absurde, dénuée de sens, d'une classe administrativo-criminelle, d'ailleurs qui n'est même pas une classe, à la tête de l'État. L'effondrement de la France, il est le produit d'une révolution de palais, qui a vu une nouvelle classe prendre le pouvoir dans le monde occidental en prenant le contrôle sur les moyens de production nationaux, qu'ils soient privés ou publics, et dans la foulée, réorganiser la société à son avantage en mettant les dirigeants politiques, aussi bien de droite que de gauche, au pouvoir dans les différents pays, à son service. Voilà. Ils ont donc manipulé, réorganisé toute la société pour masquer ce nouvel asservissement des nations, et notamment, ils l'ont fait comment? En gonflant le nombre de fonctionnaires, de manière totalement artificielle. Et personne à l'époque, n'a pris la mesure de ce qui s'est passé. Hein. De toute façon, c'est le principe d'une révolution de palais, ça se passe dans le palais, ça fait pas de bruit à l'extérieur, même si l'extérieur va finir par en subir les conséquences, c'est pas immédiat. Et le plus grave là-dedans, c'est que ça fait 50 ans et qu'il y a toujours personne aujourd'hui, parmi les intellectuels, voilà, les économistes, les experts, les politiques, personne ne s'est rendu compte de cette supercherie. Ni les marxistes, pour qui le petit chef d'entreprise français qui se retrouve noyé sous les prélèvements URSSAF, c'est un méchant comme Bernard Arnault et les ultra-riches, ni de l'autre côté, les libéraux comme Charles Gave qui pensent encore que c'est en dérégulant encore plus le marché que la solution viendra. Voilà, je suis désolée, mais en fait, il y a un sens à l'ordre social dans lequel nous sommes, et de tous les côtés de l'échiquier politique, eh ben, on se retrouve depuis 50 ans avec des idiots utiles. La France, elle s'est pas effondrée, effectivement, par le truchement du hasard. Mais elle s'est pas non plus effondrée parce que des idiots auraient décidé sans aucune raison d'embaucher des fonctionnaires pour permettre à 5 millions de personnes d'être payées à rien foutre. En fait, c'est au contraire le résultat d'un pillage qui a été savamment orchestré, organisé par une classe réelle cette fois, hein, pas une classe fantasmée et administrativo-criminelle, par des gens qui partagent des caractéristiques sociales et un intérêt. Et cet intérêt, l'intérêt de cette classe qui a pris le pouvoir, elle a un intérêt contraire aujourd'hui à notre intérêt national. Et malheureusement, nos dirigeants politiques s'en sont fait les serviteurs. Depuis Giscard, on pourrait même arguer depuis Pompidou, mais disons que c'était un petit peu la transition, mais depuis Giscard, qu'il s'appelle Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, incarnation suprême de ces serviteurs de la finance, hein, puisque monsieur est issu de la banque d'affaires Rothschild, hein, je le rappelle. Quel que soit leur nom, en fait, ils sont tous les serviteurs de cette bourgeoisie financière. Et propager le discours que ça aurait commencé sous Mitterrand, ou que ça aurait commencé sous Chirac, ou que, voilà, en fait, c'est
c'est contribuer à masquer le problème, à masquer ses causes réelles, qui sont des causes bien concrètes. Ça empêche de comprendre l'origine du problème. Le truc, c'est que comprendre d'où vient le problème, eh bien, c'est la première étape si on veut s'opposer à ses conséquences. On ne peut pas faire l'impasse sur les faits. Et les choses, elles ont un sens, mais pour le comprendre, encore faut-il sortir des formules toutes faites et prendre un petit peu de recul, se défaire un petit peu de ces idéologies qui polluent l'esprit et regarder les faits. Donc quand il dit réindustrialiser la France nécessite une chose, enlever le pouvoir politique à cette classe, oui mais pas celle à laquelle il pense en fait, parce que c'est pas à la classe de fonctionnaires qui ne constitue pas une classe qu'il faut enlever le pouvoir, puisque ce ne sont pas eux qui l'ont. Ces fonctionnaires en fait sont simplement des agents de la classe dirigeante qui font en sorte que le système fonctionne. D'ailleurs, c'est le sens du mot fonctionnaire. Et il dit pour ensuite faire baisser le poids de l'État dans l'économie d'au moins 10 points sur les prochaines années. Et ça, à la lumière en fait de ce qu'on sait sur la manière dont tous les chiffres en fait de l'économie sont calculés en fonction du PIB, eh bien, je suis désolée, mais ça n'a strictement aucun sens. Et ça participe en fait du bruit, ça participe de la confusion, ça participe du problème. Je suis désolée de le dire et je pense que Charles Gave vaut beaucoup mieux que ça. Voilà, je vous dis à demain, vive la France libre et surtout prenez soin de vous.